Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je suis très touchée, et en particulier le fait que vous m'ayez proposé de faire cet exposé introductif. Je vous avoue mon embarras quand j'ai reçu cette invitation en raison du caractère pointu du thème qui est le vôtre, et je me sens un petit peu généraliste par rapport à des spécialistes. Voilà, des spécialistes de textes avec lesquels je ne suis pas particulièrement familière. Donc, ce que je vous proposerai, c'est disons, une vue générale sur la notion de paraphrase. Je rappellerai tout d'abord que le fait de pouvoir redire ou reformuler appartient à la compétence de tout sujet parlant, et donc est constitutif de la faculté de langage. Autrement dit, je pense que dès que l'espèce humaine a pu parler, elle a pu paraphraser. Elle a été capable de redire dans d'autres termes ce qu'un autre venait de dire. Mais ici, ce n'est pas de la paraphrase comme compétence langagière que je voudrais vous parler, mais de la notion de paraphrase, qui est une notion métalinguistique, autrement dit, qui implique une réflexion consciente sur la pratique de reformulation. Donc, cette notion va apparaître, évidemment, suppose nécessairement des textes écrits, qui sont les témoignages de l'apparition de ce terme. C'est donc un bref tour d'horizon historique que je vais vous proposer sur l'émergence de cette notion. En l'occurrence, je considérerai la plume d'auteur gréco-latin et puis le devenir de cette notion au cours des siècles, depuis l'Antiquité. Je me cantonne à l'Antiquité gréco-latine, puis à la tradition chrétienne dans le domaine exégétique. Il existe évidemment d'autres traditions à la fois grammaticales, par exemple les traditions indiennes. Bon, ça, j'avoue que je n'ai pas du tout été regardée de ce côté-là, mais ce serait certainement intéressant. Et il existe aussi des traditions exégétiques qui se rapprochent tout à fait de la paraphrase, qu'il s'agisse dans le domaine juif de ce qu'on appelle midrash, ou bien également dans le domaine islamique. J'avais regardé ça un petit peu quand j'avais fait ma thèse, mais là, je ne vous en parlerai pas. Alors, si l'on se réfère à l'étymologie du terme, évidemment, je ne vous apprends rien sur la composition de ce mot. À partir d'un préfixe para qui signifie à côté de, le long de, etc., qui véhicule à la fois l'idée de proximité et de non-coïncidence. Et je pense que ce double aspect est important. Et on sait qu'en grec, en composition, ce préfixe peut prendre tantôt une valeur dépréciative, impliquer l'idée de négligence, d'omission, de à peu près, etc., ou bien une valeur plutôt appréciative, plutôt positive, de type mise en parallèle. Quant à phrasis, là encore, c'est un petit peu double, puisque vous pouvez renvoyer à la fois à l'action d'exprimer par la parole, de faire comprendre par la parole ce que signifie quelque chose, et puis le résultat de cette action, c'est-à-dire le discours qui en résulte. Donc, vous voyez que nous avons déjà plusieurs dimensions là, qui commencent à apparaître et qu'on va retrouver tout au long des siècles dans les discussions sur la notion de paraphrase. On aura donc affaire à une pluralité de valeurs. La paraphrase, c'est à la fois l'activité de reformulation, c'est-à-dire la production d'un équivalent, et puis le produit résultant. L'équivalence, eh bien, mon Dieu, chacun sait qu'une équivalence, ce n'est pas une identité stricte. Autrement dit, on a à la fois des ressemblances, on a une idée de proximité, naturellement, et puis on a des différences, on a de la non-coïncidence. Par ailleurs, et ça va être tout le débat sur la paraphrase sera tantôt connotée de façon plutôt positive,
C'est une bonne clarification qui est fidèle à l'original, qui permet de bien en comprendre le sens et les moyens d'expression. Ou bien, connoté négativement, ce n'est qu'une pâle copie, c'est une déformation de l'original. Et on va sans cesse être ballotté entre ces différents pôles. Alors, dans l'Antiquité gréco-latine, le terme de paraphrase se trouve invoqué dans deux grands types de domaines, vous le savez tous, dans le domaine de la rhétorique d'un côté, dans celui de l'exégèse biblique de l'autre. Alors, dans le domaine de la rhétorique, la paraphrase participe des progymnasmata, c'est-à-dire des exercices préparatoires à la rhétorique proprement dite. Ça fait partie des nombreux exercices qui sont proposés aux élèves qui veulent se familiariser avec l'art de la rhétorique. Alors, on trouve certaines citations chez, par exemple, des rhéteurs grecs comme Hermogène, Aphthonios. Je peux vous lire quelques petites citations très courtes. Parmi les différents exercices rangés sous la rubrique des progymnasmata, on trouve par exemple la créa, l'application d'un lieu commun, le rappel d'une anecdote ou d'une sentence. Celle-ci consiste en un bref éloge, puis en un développement, appelé paraphrase, de la créa elle-même. Par exemple, Hermogène dit ceci: « Voici comment il faut procéder. D'abord faire un bref éloge du personnage, puis faire le développement, paraphrasis, de l'application elle-même. Tu ne la feras pas nue, tu donneras de l'ampleur à l'interprétation. » Ou encore, chez Aphthonios, la créa se subdivise en éloge, même chose, développement, c'est-à-dire paraphrase, explication des causes, raisonnement à partir du contraire, comparaison, exemple, témoignage des anciens et brève conclusion. Voilà. Donc c'est toujours le développement. Et au titre de l'exercice concernant la sentence gnomique, formule morale, chez Hermogène, on trouve également l'idée que l'exercice qui consiste, après un bref éloge, à paraphraser la sentence, et les exemples qu'il donne montrent qu'il s'agit toujours de diluer la formule, de la développer en allongeant. C'est toujours cette idée qui, en rhétorique classique, deviendra le procédé de l'amplification, bien connu, que l'on retrouve ici. Alors, chez Quintilien, il a été fait allusion et même cité une des citations que je m'apprêtais à vous lire. On trouve dans l'institution oratoire, à deux endroits au moins, la mention du terme paraphrase. Alors, au livre 1, s'agissant de la préparation des élèves, donc progymnasmata, dans la partie historique de la grammaire, Quintilien propose un certain nombre d'exercices pratiques fondés sur la lecture d'un texte et la pratique de ce qu'il appelle la conversio, c'est-à-dire le fait de, pas convertir, mais retourner comme on laboure une terre, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, première citation, qui est celle que je vous ai donnée dans mon petit document. « Qu'on apprenne donc immédiatement aux élèves à compter les fables d'Ésope en un langage qui ne se guinde pas au-dessus de la mesure. Qu'on leur apprenne ensuite à les mettre par écrit avec le même dépouillement. Les élèves auront tout d'abord à rompre les vers, ensuite à remplacer les mots par des équivalents, puis à procéder à une paraphrase plus libre, où il leur est permis d'abréger ou d'embellir ici ou là, tout en respectant la pensée du poète. Bon. C'est là toute la difficulté, naturellement. On trouve par ailleurs au livre 10 consacré à l'art d'écrire, prôner
une pratique qui participe toujours de la conversio, qui consiste d'une part à traduire les auteurs grecs en latin, d'autre part à adapter en prose les poésies latines, et puis même à remanier ses propres écrits. Et là, je vous lis la citation numéro 2, extraite donc de ce livre 10. « Je regarde comme fort utile de retourner, là c'est conversio, n'est-ce pas, de retourner des auteurs latins. Je ne veux pas que la paraphrase soit un simple calque, mais un combat d'émulation autour des mêmes idées. Voilà pourquoi je diffère de sentiment avec ceux qui défendent qui interdisent, n'est-ce pas, qui défendent de paraphraser les auteurs latins, sous prétexte que tout ce qu'on peut dire autrement doit nécessairement être inférieur. » Ça va être la problématique qui va revenir de façon récurrente. Faut-il donc toujours désespérer de rencontrer mieux? Et la nature a-t-elle fait l'éloquence si pauvre et si stérile que la même chose ne puisse être dite qu'une fois? Quoi? Le comédien, par ses gestes, pourra donner plusieurs expressions différentes au même mot, et la puissance de la parole n'ira pas jusqu'à pouvoir dire autre chose que ce qui a déjà été dit sur le même sujet? Mais j'accorde que ce que nous aurons trouvé ne sera ni meilleur ni même aussi bon. Au moins pouvons-nous nous en approcher. Ne nous arrive-t-il pas d'exprimer 2 fois et plus souvent la même idée, parler de la même chose, dans des termes différents? Et cette idée n'en ferait-elle pas naître quelquefois plusieurs de suite? Pourquoi donc, si nous pouvons lutter avec nous-mêmes, ne le pourrions-nous pas avec d'autres? Que s'il n'y avait qu'une seule manière de bien dire, il faudrait en conclure que la voie nous est fermée par ceux qui nous ont précédés. Cependant, il y a encore aujourd'hui des variétés infinies de styles, et l'on arrive au même but par plusieurs chemins. La brièveté a ses charmes, l'abondance a aussi les siens. C'est une qualité de s'exprimer métaphoriquement, c'en est une autre de le faire en termes propres. Tel écrit nous plaît parce qu'il est simple, tel autre parce qu'il est figuré. Enfin, la difficulté même de cet exercice le rend extrêmement utile. Je dirais plus, c'est le seul moyen de connaître à fond les bons auteurs. Il ne s'agit plus là d'une lecture superficielle qui effleure en courant leurs écrits. On manie leurs pensées une à une, on les sonde, on les pénètre, et on apprécie d'autant mieux leur qualité qu'on se reconnaît impuissant à les imiter. Et ce n'est pas seulement sur les écrits d'autrui qu'il sera avantageux de s'exercer ainsi. Nous nous trouverons bien de le faire sur nos propres compositions, par exemple, de choisir à dessein certains passages et de les remanier de plusieurs façons pour leur donner le tour le plus nombreux possible. C'est ainsi qu'on façonne le même morceau de cire en figures différentes. Alors j'ai souligné cette dernière phrase parce qu'elle va revenir, cette image va revenir de façon récurrente chez les auteurs. L'image du morceau de cire, on la retrouvera par exemple chez Vaugelas à propos de la synonymie. Voilà. Alors, du côté de l'exégèse biblique, on trouve quelques occurrences du terme paraphrase, par exemple chez Philon d'Alexandrie, dans sa vie de Moïse, où il oppose paraphrase, qui a été traduit, peut-être bien, peut-être pas, je ne sais, par employer des synonymes, et par opposition à la métaphrase, traduite par changer les termes. Chez Origène, père de l'Église, donc au second siècle, quand il parle de paraphrase, c'est toujours pour désigner une reformulation du texte biblique faite par un adversaire et qu'il juge être une interprétation déviante du texte original. Donc c'est toujours dans un contexte polémique. Quand Origène dit que tel ou tel paraphrase le texte, ça veut dire qu'il le déforme. Voilà, donc on retrouve, vous voyez, la connotation négative dont je parlais tout à l'heure. Alors, cette tradition du commentaire biblique a traversé tout le Moyen-Âge
et on la retrouve, par exemple, à la Renaissance. Pensez à Érasme, avec ses paraphrases du Nouveau Testament, qui sont des développements et des commentaires en latin des 4 évangiles et des actes des apôtres, avec le texte original en marge et chaque passage original en regard du commentaire qu'il interprète. Bien, si l'on regarde maintenant ce qu'est devenue cette notion, passée du grec au latin et ensuite au français. Alors, en regardant le dictionnaire étymologique du français, le FEV, on voit que le terme paraphrase apparaît, paraît-il, en 1525, c'est-à-dire en moyen français, semble-t-il, sous la plume de Lefebvre d'Étaples, donc dans un contexte d'exégèse biblique, évidemment. Après le substantif paraphrase sont apparus successivement le verbe paraphraser, le nom agentif paraphraseur ou paraphraste, employé au XVIe siècle en théologie, puis l'adjectif paraphrastique, l'adverbe paraphrastiquement. Bon. Et quand vous regardez la notice paraphrase justement dans le dictionnaire, le FEV, vous voyez cette définition. La paraphrase est une explication ou traduction d'un texte concis ou compliqué en termes plus clairs et plus amples, spécialement en parlant des écritures. Et l'exemple qui est donné, c'est la paraphrase chaldaïque ou chaldéenne, qui désigne un ancien commentaire chaldéen sur l'Ancien Testament, fait après la captivité à Babylone. Si vous consultez maintenant l'encyclopédie, vous verrez que l'article paraphrase, que je n'ai pas reproduit ici, mais est également consacré très largement à la paraphrase biblique. Alors, il y a eu une évolution au cours des siècles et une évolution vers le genre littéraire. Au tournant du XVIIe siècle, la dimension religieuse étant en quelque sorte intégrée dans le champ de la littérature, on va trouver dans les sermons de Bossuet, de Bourdaloue, de Fénelon, les cantiques de Racine, etc., d'innombrables paraphrases du texte sacré, avec mention explicite du terme, dans des titres. Par exemple, la paraphrase du psaume 145 de Malherbe en 1627. Par exemple, la paraphrase d'un chapitre de l'Imitation de Jésus-Christ, Corneille 1650. Ou la paraphrase morale de plusieurs psaumes en forme de prière de Massillon. Donc, c'est devenu un genre littéraire. Et puis, ça devient une figure de rhétorique. Alors, au XVIIIe siècle, la paraphrase participe du procédé plus général dit de l'amplification. Donc on est bien dans le développement, le fait de redire plus longuement le texte original. Vous trouvez par exemple dans le traité d'Étrope du Marsais 1630 la citation suivante. Remarquez que quelquefois, après qu'on a expliqué par une périphrase un mot obscur ou peu connu, on développe plus au long la pensée d'un auteur en ajoutant des réflexions ou des circonstances qu'il aurait pu ajouter lui-même. C'est merveilleux, ça. Mais alors, ces sortes d'explications plus amples et conformes au sens de l'auteur sont ce qu'on appelle des paraphrases. La paraphrase est une espèce de commentaire. On reprend le discours de celui qui a déjà parlé, on l'explique, on l'étend davantage en suivant toujours son esprit. Nous avons des paraphrases des psaumes, du livre de Job, du Nouveau Testament, etc. Nous avons aussi des paraphrases de l'art poétique d'Horace, etc. La périphrase ne fait que tenir la place d'un mot ou d'une expression. Au fond, elle ne dit pas davantage. Au lieu que la paraphrase ajoute d'autres pensées, elle explique, elle développe. Voilà. Alors, cette notion, si on continue à suivre le fil des siècles,
est devenue une notion absolument controversée. Et j'avais fait une petite enquête dans les dictionnaires français, à partir du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, et je me suis aperçue qu'il y avait eu une évolution tout à fait notable dans la façon dont la paraphrase est vue par les dictionnaires. Au XVIIe siècle, c'est une conception que j'appellerais relativement neutre dans l'ensemble, c'est-à-dire que la paraphrase est conçue comme une reformulation du contenu par changement de l'expression. On trouve ça chez Nicot, chez Richelet. Bon, il n'y a pas de connotation particulière. On trouve quand même l'idée d'une différence qui est à la fois quantitative, c'est-à-dire c'est l'aspect du développement dont j'ai déjà parlé, la paraphrase est plus ample que le texte d'origine, et une différence qualitative aussi, la paraphrase est réputée normalement être quelque chose de plus clair puisqu'elle explique. C'est ce qu'on trouve encore chez Furetière. En revanche, au tournant du XVIIIe et a fortiori au XIXe siècle, la connotation va devenir franchement péjorative. La paraphrase, c'est quelque chose c'est un discours verbeux, lourd, ennuyeux. Je reprends des termes vraiment qui figurent dans les dictionnaires. Vous trouverez ça chez Lavaux en 1828, chez Littré, chez Larousse. Jusqu'à l'idée que c'est tellement quelque chose de mal écrit, désagréable à lire, éventuellement trompeur quant au sens, que la notion va être franchement rejetée. Rejetée parce que la paraphrase déforme le contenu, c'est une interprétation maligne, et puis du point de vue de la forme, c'est mauvais, et du point de vue du fond, c'est pas juste. Alors franchement, il faut éviter, d'où le fait que dans les manuels pédagogiques, par exemple, vous allez trouver partout cette consigne scolaire, ne paraphrasez pas. Vous donnez un texte d'auteur aux élèves, et puis en rouge dans la marge, vous trouvez paraphrase. Ça, c'est vraiment l'horreur absolue. Bien. Alors moi, j'étais très triste, évidemment, ayant travaillé sur la paraphrase, de voir ça. J'ai été fort heureuse de rencontrer un chercheur, un jeune chercheur, nommé Daunay, D-A-U-N-A-Y, qui, lui, cherche à réhabiliter la pratique de la paraphrase dans les pratiques pédagogiques, et j'en suis absolument ravie. Alors, j'arrive à peu près à ce que je voulais vous avoir dit à travers les siècles. Il y a tout de même deux points qui me paraissent importants à souligner. La première, c'est que entre la tradition rhétorique d'un côté et la tradition exégétique de l'autre, il y a des différences, parce qu'au fond, la paraphrase ne sert pas à la même chose. Alors, pour les rhétoriciens, la paraphrase est vue en quelque sorte comme une reformulation que j'appellerais à visée imitative. C'est-à-dire qu'elle est centrée sur la production du texte cible, du texte reformulant, n'est-ce pas? Le but étant à la fois de s'approprier les formes d'expression, en les travaillant, en les convertissant, comme disait Quintilien, et ceci valant à la fois du côté intralingual, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même langue, et interlingual, c'est-à-dire du côté traduction. Passage du grec au latin, passage... Et ceci est une constante. On a quelquefois dit que la paraphrase était un cas particulier de la traduction, et quelquefois que la traduction était un cas particulier de la paraphrase. Voilà, donc ça marche dans les deux sens, mais on sent bien qu'il y a un certain nombre de choses communes, peut-être pas toutes, mais un certain nombre en tout cas, entre la paraphrase, disons, intralinguale et puis la traduction entre langues. Bon, alors, ça c'est le but. Quel est le risque? Le risque, eh bien, c'est ce qu'on vient de voir
dans les dictionnaires du XIXe siècle. Le risque, c'est qu'au fond, on ne dise pas aussi bien que l'auteur, puisque l'auteur était un auteur révéré, classique, et que donc on appauvrisse, en somme, la forme et éventuellement le fond. Bien. Pour la tradition exégétique, la paraphrase fonctionne comme une reformulation que j'appellerais plutôt à visée explicative. C'est-à-dire qu'elle est moins centrée sur le texte que l'on va produire, qui évidemment a son importance, mais que sur l'interprétation du texte source. Voilà. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est d'expliciter le sens de ce texte source. Bon, je n'ai pas besoin de vous rappeler la théorie des 4 sens de l'écriture. Voilà. Alors là, quel est le risque? Le risque, c'est pas tant l'appauvrissement de l'expression que la trahison de contenu. Il s'agit de dire juste. Il s'agit de ne pas voir les polémiques comme par exemple chez Origène. Bien, donc dans un cas comme dans l'autre, mais de façon différente, vous voyez que la paraphrase est prise finalement dans cette dialectique entre reproduction et altération. Deuxième point que je voudrais souligner pour terminer, c'est le fait que dans ces deux traditions, alors cette fois, la paraphrase, finalement, le terme paraphrase équivaut au terme reformulation. Paraphraser, c'est reformuler, c'est redire. Alors, redire censément la même chose, dans des termes différents. Donc, c'est une activité qui conduit à un certain produit, à un certain texte. Mais c'est une activité en discours, donc ça fonctionne sur des textes, et c'est ce qu'en linguistique on appellerait, ça participe de la dimension syntagmatique. Or, qu'est devenue la paraphrase pour la linguistique? Je ne vous en ai pas parlé, ce serait un autre sujet d'une certaine façon, je n'ai pas voulu parler de ça aujourd'hui, mais il se trouve que ce terme qui jusque-là n'avait guère été utilisé qu'en rhétorique, et puis oublié, puisque la tradition pédagogique avait fini par dire que c'était tabou, ce terme a ressurgi en linguistique au XXe siècle, dans un contexte alors totalement différent. Je vais juste en dire un mot très très bref pour situer les choses. C'est sous l'impulsion des grammairiens et plus particulièrement des syntacticiens. Les syntacticiens, et alors là, la notion de paraphrase n'avait plus rien à voir avec la notion de reformulation. On ne partait pas de texte, on n'était pas dans le discours, on était dans la langue. On était dans la langue. On n'était pas dans l'activité de langage, on était dans l'objet. Et on n'était pas dans la dimension syntagmatique, mais dans une dimension que j'appellerais plutôt paradigmatique, c'est-à-dire, existe-t-il, y a-t-il des moyens pour les syntacticiens de décrire les différents, disons par exemple, énoncés, ou les différentes phrases, réputées être entre elles en relation de paraphrase, qui soient dérivables d'une même formule de base. Voilà, c'était ça la question des linguistes, complètement différente, comme vous le voyez, de la problématique de la reformulation. Bon. Et c'est plutôt d'ailleurs vers la tradition logique et non pas rhétorique que se sont tournés ces linguistes, qu'il s'agisse d'un côté de la théorie chomskienne, par exemple, ou d'autres théories développées davantage du côté européen ou francophone, si vous voulez. Dans ces cas, de toute façon, la question c'était est-ce que je peux, à partir d'un même schéma profond, appelez-le comme vous voulez, par un mécanisme contrôlé d'opération, dériver des séquences finales
qui soient en relation de paraphrase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles soient en relation de paraphrase pour ces auteurs? Eh bien, ça veut dire qu'elles soient synonymes. Alors, on a mis une équivalence entre des paraphrases linguistiques. Ce sont des phrases qui sont synonymes. Oui, et comment est-ce qu'on sait que des phrases sont synonymes? Ça renvoie à la question un petit peu plus loin, d'où, par exemple, le recours à la logique. Est-ce que les valeurs de vérité, mais ce n'est pas suffisant, donc les logiques intentionnelles, etc. Enfin, je vous épargne ce côté des choses, mais en tout cas, c'est très important de se souvenir qu'à ce moment-là, qui est un moment dépassé maintenant dans l'histoire de la linguistique, mais tout de même assez récent, la paraphrase n'avait rien à voir avec la reformulation et on se fichait complètement des textes. On était vraiment en train d'engendrer, comme dit Chomsky, en train d'engendrer des phrases réputées synonymes à partir d'un même schéma de base à l'aide d'un mécanisme de règles. Bien. Alors, il y a eu toutes sortes de débats là-dessus, en particulier sur le caractère synonymique ou pas des phrases qui étaient ainsi engendrées, bien entendu. Ce serait une autre histoire. Mais ce qui m'a paru intéressant, c'est que cette phase-là a été dépassée, ou en tout cas oubliée, dans la pratique des linguistes, disons, dans les dernières années ou dernières décennies du XXe et début, évidemment, XXIe, en pragmatique linguistique et discursive. On a retrouvé l'activité de langage, les discours, les textes, etc., les sujets, l'énonciation, etc. Et du coup, on en est venu, en travaillant sur les marqueurs de reformulation, voilà, c'est revenu. À l'intérieur des marqueurs de reformulation, les linguistes travaillent à distinguer ceux des marqueurs de reformulation qui seraient des marqueurs de reformulation paraphrastiques et ceux qui ne seraient pas des marqueurs de reformulation paraphrastiques. Alors, exemple de marqueurs de reformulation paraphrastique, évidemment, c'est-à-dire, à savoir, en l'occurrence, etc., etc. Et puis d'autres qui n'ont absolument rien à voir, qui sont des marqueurs d'enchaînement argumentatif, etc. Et donc les linguistes travaillent à essayer de trouver des critères de fonctionnement qui permettent de distinguer ces deux types de reformulation. Alors, ça m'a paru intéressant de voir que, vous voyez, à l'origine, et pendant toute l'évolution rhétorique de la chose, la paraphrase, c'était de la reformulation. Après, on a complètement oublié ça, et puis maintenant, c'est en train de revenir par le biais de la pragmatique linguistique. Voilà. Mais écoutez, j'en ai fini là-dessus, donc je vous remercie et je pense qu'on a des tas de choses à discuter.